Walfadjri. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Mamour Cissé. Mamour Cissé, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un réel plaisir. Un plaisir toujours partagé. Vous êtes opérateur économique, secrétaire général du PSD Djamtibi, ancien ministre d'État, ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est cette dernière casquette qui va nous intéresser à l'entame de cet entretien. L'Assemblée nationale est au devant de l'actualité dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort par la nommée Adji Sarr. Seulement, il y a eu une vive polémique à l'Assemblée nationale, née du fait que le procureur a visé X dans son réquisitoire. Pour les députés de l'opposition, alors, l'Assemblée nationale ne doit pas instruire la levée de l'immunité du député dont le nom n'est nullement mentionné. Qu'en pensez-vous en tant qu'ancien député? Vous avez fait 5 ans à l'Assemblée nationale lors, je le précise, de la 12e législature. Mais parfaitement, mais dire simplement que quelque part c'est de la diversion. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui en toute bonne foi, c'est de les d'éclairer la lanterne des Sénégalais. J'ai entendu Madame Yaya, la rapporteure de la commission des lois, qui a eu à dire que sur cet exposé-là, il a été aussi visé directement, M. Ousmane Sonko, par 2 fois. Elle a eu à dire effectivement qu'elle a vu dans les textes, effectivement, qu'on avait carrément parlé d'Ousmane Sonko. On le porte à la connaissance du public. Ça, je pense que le problème est réglé, non? Ben, en toute bonne foi. Alors, je pense que les gens ne peuvent pas s'empêcher des fois de faire de la politique politicienne. Mais ce qu'il faut retenir en dehors de toute cette théâtralisation, c'est qu'il est important aujourd'hui... Théâtralisation. Oui, pour la bonne et simple raison que... C'est du sérieux, c'est l'avenir ce qui est important. Présidentiable qui est en jeu. Mais le problème, c'est que pour des accusations aussi graves, de mon point de vue, M. Sonko n'aurait même pas dû attendre qu'on leva son immunité pour aller répondre. Parce qu'il s'agit d'accusations extrêmement graves. Je ne l'ai pas fait. C'était un minimum, effectivement, de déférer à ces convocations-là pour que la vérité éclate. Et quelle que puisse être la situation aujourd'hui, nous savons qu'il y a un processus qui est enclenché et cette affaire-là ira jusqu'au bout parce que les Sénégalais ont soif effectivement de connaître cette vérité-là. C'est un complot pour dire au sommet de l'État. Il cite nommément le président Macky Sall. Mais en toute bonne foi, est-ce que Madame, comment elle s'appelle, Sarr, a visé Abdoul Mbaye, qui est dans l'opposition radicale? Est-ce qu'elle a visé Moustapha Guirassy? Est-ce qu'elle a visé Mamour Cissé? Non. Nominativement, elle a parlé de Ousmane Sonko, qui est un homme public, qui est un député et qui a des ambitions par rapport à ce pays-là. Mais il doit répondre de tout cela. Est-ce que Macky Sall a attaché Ousmane Sonko ou est venu le prendre forcément chez lui pour l'amener dans ce salon de massage? Cela nous pose un problème. La présomption d'innocence est consacrée par notre Constitution, par notre droit, et même aussi par rapport à un réflexe que tout bon Sénégalais devait avoir. Je ne souhaite pas que ce qui lui est arrivé puisse arriver, moi, à mon pire ennemi. Et il se trouve qu'on peut être dans l'adversité, mais personne n'est aujourd'hui dans une logique pour dire que c'est Ousmane Sonko ou pas. Mais nous respectons les droits de Ousmane Sonko, autant nous devons respecter les droits de la femme qui a eu à faire des accusations aussi graves. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que les urgences aujourd'hui sont ailleurs. Cette pandémie-là est en train de prendre des proportions inquiétantes dans ce pays. Plus de 700 morts. Regardez ce qui s'est passé avant-hier. Pour moi, la faute qui a été commise par M. Ousmane Sonko... Mais qui a intérêt à nous détourner des urgences? Mais c'est pas Ousmane Sonko. Qui est en train aujourd'hui de poser des actes? Lui-même, par rapport à son parti, par rapport à ses partisans. Mais Pierre-Edouard,
regardez ce qui s'est passé avant-hier à l'université. Ça va nous amener à des clusters extraordinaires. Dans 10 jours, ce qui va se passer à l'université, Dieu seul sait ce que c'est. Est-ce que les gens qui sont enclins, surtout cette société civile, donneuse de leçons, on ne les a pas entendus condamner, dénoncer ce qui a été fait avant-hier par M. Ousmane Sonko à l'université de Dakar? Vous avez vu qu'ils n'ont pas respecté les distanciations, il n'y avait pas de masque. Alors qu'on a interdit des rassemblements. Ce qui s'est passé avant-hier à l'université, comment l'interpréter? Si Macky Sall était un dictateur, vous pensiez que M. Ousmane Sonko allait passer la nuit chez lui, en paix? Qu'est-ce qu'il aurait Mais dans un autre pays, mais on allait lui demander des comptes. Parce que quand même la loi... à l'université, voir un sympathisant... C'est un sympathisant. Vous avez vu les reportages? Vous avez vu toute cette foule-là? C'est-à-dire, c'est très sérieux. Il y a des choses qu'on ne peut pas politiser. Moi, ce qui s'est passé avant-hier me choque. Et je pense que ça a dû choquer bon nombre de Sénégalais. Parce que c'est quoi il s'agit? Il s'agit aujourd'hui du devenir et de la pénibilité de beaucoup de choses. Nous allons avoir des nombres de morts. Mais l'essentiel de ceux qui étaient là-bas vont retourner chez eux pour infecter les parents et grands-parents. Ces morts probables-là, on va les mettre tous sur le dos d'Ousmane Sonko. Écoutez, ce qui s'est passé avant-hier la thèse à du l'université complot de Dakar, ce qui s'est passé à l'université de Dakar est extrêmement grave. Et vraiment, Pierre, il faut avoir toute cette lucidité-là. Ce qui s'est passé avant-hier est inadmissible. Et je n'ai vu aucun des partisans de Ousmane Sonko dénoncer cette attitude-là, qui est extrêmement grave. Est-ce que vous avez envie de vous dire, mais où est l'État? Mais absolument. Pour le cas d'espèce, je n'ai pas compris. Mais on nous dira que cet État-là aussi, dès l'instant que tout est politisé, et chaque fois on pense que l'enfer c'est les autres, est des fois dans une posture défensive, pour ne pas dire des fois même on le sent pas. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il y aurait eu effectivement des comptes à rendre. Mais comment comprendre dans cette situation particulière? Je n'ai même pas entendu M. Sonko dire à ses étudiants, mais gardez vos masques, allez vous faire vacciner, demandez à vos parents de se vacciner. Alors que c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas les moyens de sortir indemne de tout ce qui se passe. Vous avez vu, pour avoir les vaccins, c'est tout un problème. Il n'y a que le Sénégal, au niveau de notre sous-région, qui a eu aujourd'hui à bénéficier de 200 000 vaccins pour l'instant. Oui. Mais est-ce que, sur ce qui s'est passé à l'université, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une lecture à rebours, dire tout simplement qu'il y a une sorte de capital sympathie qui se développe de plus en plus autour de Ousmane Sonko? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je reste froid par rapport à une chose. Cette pandémie va impacter sur le développement du Sénégal. Nous n'allons plus atteindre nos taux de croissance. Il y a aujourd'hui des secteurs essentiels de l'activité économique au Sénégal qui ont des difficultés. 80% des hôtels, presque, ont des difficultés à avoir des taux de couverture corrects. Dans ce secteur-là, on risque d'avoir de la compression du personnel. Mais c'est des réalités qui sont là. Heureusement que les recettes de l'État du Sénégal ne seront pas forcément impactées. Parce que l'essentiel aujourd'hui des ressources et des recettes de l'État du Sénégal, c'est dans les industries extractives et c'est dans la télécommunication. Mais c'est un ensemble qui fait des activités économiques. Mais sur le plan économique, avec cette pandémie-là, mais ça va impacter. Il y a des ressources aujourd'hui qu'on devait utiliser aujourd'hui dans le cadre de cette résilience pour que le problème majeur que nous avons au Sénégal, c'est-à-dire l'emploi des jeunes, soit pris en charge correctement. Oui. Pierre, comment on va faire? Oui, on reviendra sur l'économie. Mais vidons l'affaire Sonko d'abord. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux? Est-ce qu'on n'est pas en train de désacraliser la fonction de député? Pierre, pour un banal fait divers, on enclenche la machine pour lever l'immunité parlementaire d'un député. Pierre, j'ai écouté le secrétaire général du SYNPICS dans une télévision de la place dire que heureusement, et la logique voudrait aujourd'hui que de plus en plus qu'on banalise effectivement ces levées-là, si tant est effectivement qu'il y a des choses à reprocher à ces représentants du Sénégalais. Mais un député à l'Assemblée nationale est un démembrement. Il a été élu par les Sénégalais, donc ils doivent rendre des comptes. Il faut effectivement... Même pour un banal fait divers comme celui-là. Ah, vous pensez que c'était banal? Mais on a criminalisé aujourd'hui le viol au Sénégal. Pierre, arrêtons simplement parce que Jean ou Paul est dans des postures qu'il faille effectivement négliger des gens, des parties prenantes d'une chose. Nous sommes d'égale dignité au niveau de la loi. Il se trouve que pour le cas d'espèce, une citoyenne
à porter plainte contre un acteur du jeu politique, c'est un minimum que la vérité puisse éclater dans tout cela. Mais pourquoi devrait-on aujourd'hui banaliser une chose pareille? On n'a pas le droit. Les affaires de Koumba Amdei et Koumba Amoundei n'ont pas de raison d'être dans cette affaire-là qui est strictement privée. Ce que nous demandons, et faisons confiance quand même à nos magistrats. C'est une affaire privée, mais on a fait une affaire d'État. Comment ça, on en a fait une affaire d'État? Parce qu'on a levé, mais parce qu'il se trouve que celui par qui, enfin, le bruit, je ne dirais même pas le scandale, est arrivé, est un parlementaire et qui a exigé effectivement à ce qu'on note son immunité parlementaire pour qu'il vienne déférer. Moi, je dis, comparaison n'est pas raison. Je serai à sa place, j'attendrai pas l'Assemblée nationale pour aller me blanchir. Je respecte maintenant son point de vue. Il y a aujourd'hui deux versions. J'ai entendu aussi, comment il s'appelle, le maire de Kaffrine, dire carrément que les choses se sont passées dans les règles de l'art. Ce X-là, pas plus tard que tout à l'heure, je lisais dans une presse, et je pense que c'est le collectif des avocats de la dame, qui disait que, mais en matière, je ne suis pas, moi, un juriste. Donc, même si j'étais à l'Assemblée nationale, la procédure c'est quoi? C'est le procureur de la République qui saisit l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de l'exécutif de sa tutelle. Et pour le cas d'espèce, sa tutelle, c'est qui? C'est le ministère de la Justice. Maintenant, sur qui on vise, tout le monde sait que la plainte, c'est par rapport à Ousmane Sonko et c'est lui. Pourquoi nous goudel djel quand il y a une possibilité simplement, pour le cas d'espèce, d'aller répondre pour que la lumière puisse éclore? Parce que les urgences, comme je l'ai dit Pierre-Edouard, sont ailleurs aujourd'hui. Il y a aujourd'hui que l'emploi des jeunes est un problème fondamental. Le problème de la résilience, le problème du coronavirus risque de... Militants du parti PASTEF là, est-ce que ça ne dénote pas, voilà, d'une certaine volonté d'affaiblir davantage ce parti? Pierre, au nom de quoi? Mais faisons confiance à la justice de ce pays. Je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos. Est-ce qu'il s'agit de Abdoul Mbaye? Est-ce qu'il s'agit de... Comment il s'appelle? Les personnes de... Non. Il y a eu l'affaire Karim Wade. Arrêtez de faire de l'amalgame, parce que pour ces deux cas-là, et je suis très mal à l'aise même d'en parler, mais c'était sur la base de faits. L'affaire Khalifa Sall, je n'ai aucun problème personnel avec lui, mais c'était sur la base de PV de réception fictifs. Et là, on nous a dit que c'est une caisse noire. Il aurait été logique qu'il n'y ait pas de PV de réception. Dès l'instant que vous considérez que c'est une caisse noire, je ne signe absolument rien et je dis que c'est une caisse noire, donnez-moi cet argent, un point, c'est tout. Mais dès l'instant qu'on est en train de faire des PV fictifs, il faut le nid qui me dit pour diapler. Donc, quel monde par rapport à Karim Wade, mais j'ai toujours dénoncé moi la CREI. C'est une juridiction d'exception dont la charge de la preuve est renversée. Pour moi, c'était unique. Ma chanson d'hier, elle est toujours valable aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, moi, qu'on ne la dissolve jamais. La CREI a toute sa raison d'être aujourd'hui, pour que, mais ceux qui, aujourd'hui... Elle doit aussi servir oui, pour absolument. les actuels dirigeants. Mais absolument. Dès l'instant qu'il y a eu des gens qui ont fait des galgati, mais ils seront jugés par cette cour-là. Heureusement que le président a bien compris. On parle même aujourd'hui d'instance d'un pôle financier. Mais c'est important parce que les maigres ressources que nous avons, qu'on aurait dû aujourd'hui utiliser à bon escient, mais sont impactés aujourd'hui parce que simplement, il y a eu des gens qui sont en train de capter ces ressources-là. Demain, les auditeurs d'aujourd'hui seront audités demain. Donc, ce sera dans le cadre de juridiction pareille. Mais pour revenir à cette affaire-là, qui est encore une fois une affaire strictement privée. Mais, ce que nous demandons, c'est que M. Ousmane Sonko accélère cette procédure-là pour se blanchir. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre par rapport à cela. Vous ne pouvez pas vous reprocher vos propres turpitudes. Allez dans un salon de massage, il y a eu des choses. On n'a pas dit qu'il y a eu... Encore est-il qu'il n'est pas interdit d'aller dans un salon de massage. C'est son droit le plus absolu. Mais le choix pose problème. Vous le savez pertinemment, 8 mois, j'ai été, moi, hospitalisé à la suite d'un accident. C'était thérapeutique, j'étais à l'hôpital principal. Mais puisque j'étais député à l'Assemblée nationale, on m'a pris en charge totalement. Sur mon hospitalisation, mais sur ma rééducation, 88%. Qu'est-ce que j'avais à payer 2029, je sais pas, 5400 francs. Mais
Alors, donc franchement, l'argument de la cherté des soins, non, elle est fallacieuse. Je pense qu'elle est fallacieuse. L'erreur est humaine, en commun la faute, et il se trouve que pour le cas d'espèce, vraiment, le lien n'était pas indiqué. Maintenant, il faut assumer. Assumer, c'est prendre ses responsabilités. Parce qu'être homme, c'est précisément être responsable. Qu'on arrête cette diversion qui nous amène aujourd'hui sur des logiques tranchées. Qu'est-ce qu'il avait approuvé avant-hier? Alors que c'est un cluster. Pierre, est-ce que vous savez ce que c'est? La Nouvelle-Zélande, pour 7 cas d'infection, a confiné 1 750 000 personnes. Presque toutes les compagnies aériennes au monde ont des difficultés, des licenciements, de grands groupes sont en train de licencier. Ce qui se passe ailleurs aura forcément de l'impact dans nos pays. Mais on ne parle pas de cela. Nous avions besoin aujourd'hui d'avoir des ressources pour insérer des jeunes dans ce qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire la substitution des importations, la nécessité aujourd'hui d'avoir de l'autosuffisance alimentaire en matière de riz, en matière de céréales, etc. Nous avons au niveau de la vallée 140 000 hectares. Il n'y a pas 70 000 hectares qui sont exploités aujourd'hui. On avait donc, c'était un hub pour nous permettre d'amener énormément de jeunes là-bas. Des ressources seront réaffectées aujourd'hui à lutter contre la Covid parce que simplement, cette situation, elle est là. Donc les enjeux ne sont pas là. Le système éducatif. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, l'école primaire, la maternelle devait être fermée aujourd'hui. Oui. Parce que c'est des foyers. Malgré que je fais confiance aux experts qui nous donnent des avis médicaux sur la pertinence des choix de vaccins. Fermer l'école et courir le risque d'une année blanche. Regardez, c'est un débat. Mais qui a forcément des conséquences sur le devenir du Sénégalais. Mais que représente 1 an ou 2 ans dans la vie d'un individu? Sur la vie d'une nation, c'est un problème. Parce que de mauvais choix peuvent nous amener à des situations extrêmement ordinaires. Allez le dire à ceux qui ont connu l'année invalide de 88. C'est une chose, mais face à une pandémie... face à une pandémie pareille, qu'on ne maîtrise pas, il n'y a pas la conscientisation qu'il faut. Le travail de veille n'est pas des meilleurs. L'opposition aujourd'hui, vous les avez entendus aujourd'hui sur ce débat-là? Descendre dans la rue, parler aux gens en leur demandant d'aller se vacciner, contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui disent même au contraire, qui demandent au Sénégal de ne pas aller se vacciner. Alors que nous avons aujourd'hui des gens qui ont des taux de morbidité extraordinaires qu'il faut couvrir. Mais jusqu'à sur des intérêts nationaux. Un problème, une pandémie pareille qui touche aujourd'hui le Sénégal, nous devions avoir un consensus sanitaire important. Ça ne peut pas être l'affaire, mais cette pandémie, elle est trop sérieuse. La santé, elle est trop sérieuse pour être l'affaire simplement de l'État du Sénégal. Ça doit nous concerner nous tous. On comprend les enjeux au Sénégal, de la gravité de l'heure. Mais c'est ça que je dis, il y a un problème. Vous sortez dans la rue, certains vous disent jusqu'à présent que la pandémie n'existe pas, la Covid, ça n'existe pas. Pour eux, l'enfer, c'est les autres. Alors que, mais on n'a jamais eu des taux de mortalité pareils. Et on n'en parle pas. Regardez ce qu'on nous disait. Cette opposition toujours, oui, l'État est en faillite, en quasi-faillite. Mais aujourd'hui, au niveau du trésor public, l'État du Sénégal dispose au minimum de 5 mois de salaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand Abdoulaye Diallo est nommé? Qu'il n'allait pas être à la hauteur. Mais il gère très bien nos deniers. Les ressources sont là. 30% aujourd'hui des recettes sont amenées par la douane. 60 à 55% sont amenés aujourd'hui par le trésor public. L'État du Sénégal, sachez une chose, en 2020, on a eu un glissement de 1300 milliards de francs CFA. Pour un État en faillite, il y a un problème quand même. Mais donc soyons sérieux, tout ne peut pas être politique. Cet argent-là, vous soulevez aussi des problèmes pour notre pays. Ah oui, mais il y a cet argent-là. Non, mais au contraire, pour venir ici, j'ai eu énormément de difficultés parce que Dakar est en chantier. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons un budget aujourd'hui de 4500 milliards. Mais c'est important. La question qui doit se poser, c'est le caractère prioritaire de ces chantiers-là. Mais les investissements de luxe, le BRT, le TER, ça fait 2 ans qu'on l'a inauguré. Non. Pierre, le TER est là-bas avec toute la poussière qui l'entoure. Pierre, pendant ce temps, il y a eu effectivement, tout ne peut pas être rose. Il y a eu effectivement, avant-hier, un village qui se trouve vers le Kaffrine, de 3000 âmes,
qui depuis 9 mois n'ont pas d'eau. Mais vous n'avez pas entendu cette société civile poser le débat. Vous n'avez pas entendu aujourd'hui cette société civile dénoncer ce qui s'est passé avant-hier à l'université. Il y a eu de mauvais choix, oui. Vous le reconnaissez? Mais absolument, Oui. ça existe. L'erreur est humaine. Parce que le choix d'investissement, le choix d'investissement à un moment T n'est pas forcément le même choix d'investissement en le multipliant par 4 ou par 5. Donc l'opportunité des investissements peut impacter aujourd'hui. Mais pour l'essentiel, si tant effectivement qu'on ait mis, j'exagère, 1000 milliards de francs CFA, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu un glissement de 1300 milliards l'année dernière. Ça veut dire que l'État du Sénégal, en recettes ordinaires, est en mesure aujourd'hui de faire face à nos urgences dans ce pays. Maintenant, nit dafay ëpp am bët yu rëy. L'idéal aujourd'hui, c'est qu'on puisse être nous au même niveau de dignité que la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui sur le budget de 2021 8 000 milliards. Nous sommes à 4 500 parce que du fait de la Covid, et nous allons difficilement atteindre un taux de croissance correct de 5%. Parce que aussi ça pêche. L'objectif de 5,2. Ça va impacter. Ce n'est pas jouable. De mon point de vue, en dehors des recettes, il y a effectivement d'autres préoccupations. C'est-à-dire, au niveau du Sénégal, nous avons à mettre l'accent sur le facteur travail. Nous ne travaillons pas assez dans ce pays. On a trop de divergences et de choses inutiles à régler. La captation, aujourd'hui, on a fait un problème national sur une affaire qui est strictement privée. Oui. Mais oui, pendant ce temps, est-ce qu'au sommet de l'État, le là est donné pour inviter les Sénégalais vous avez par l'exemple au travail? Sur le cas qui nous occupait depuis tout à l'heure, vous avez entendu l'État du Sénégal donner son point de vue? Pas du tout. Ils ont compris que c'était une affaire entre deux individus et la justice. Il faut faire confiance à cette magistrature qui a aujourd'hui des compétences et pas des moindres, mais qui sauront lire le droit, rien que le droit. Oui, mais parce depuis que le traitement de cette affaire, les gens se rendent au travail pratiquement la peur au ventre. Pourquoi? Comme en témoignent les événements du lundi 8 Mais février. regardez, cette guérilla urbaine qui s'est emparée de Dakar. Où sont ces jeunes-là qui risquent d'être accusés sur des choses extrêmement graves, qui risquent de les amener à 4 ou 5 ans de prison? Vous les condamnez avant l'heure? Non, des destructions de biens publics, etc. Je dis, si les logiques d'inculpation sont retenues, mais ils risquent de rester longtemps en prison, et je ne leur souhaite pas. Pour le cas d'espèce, qui va me compatir? Seuls vos parents vont compatir. Arrêtons et évitons aussi d'être le chair à canon de Jean ou Paul. Vous ne craignez pas pour la stabilité de ce pays-là? Non, pour moi, c'est circonscrit. Parce que ce n'est pas l'essentiel des Sénégalais. Parce que, quand même, moi je me souviens, ceux qui créent de la richesse, qui savent que leur responsabilité est engagée quotidiennement, réfléchissent pas 2 fois avant de sortir dans la rue pour aller brûler. Ceux qui brûlent généralement sont vraiment les dindons de la farce. Parce que quand on les capte, plus personne ne pense à leur sort. Et qui en pâtit, c'est les parents. Donc il faut qu'ils réfléchissent pas 2 fois avant de poser pareil acte. Il s'agit aujourd'hui, je pense, de faire confiance aux Sénégalais qui, quand les élections présidentielles, législatives ou municipales arriveront, sauront faire les choix qu'il faut et respecter leur vote. Mais entre 2 élections, il faut qu'on travaille, Pierre, pour gagner des parts de marché. Cette mystique du travail, mais elle est importante. Il faut la cultiver dans notre pays. Et on a trop de fêtes, Pierre. On a trop de fêtes, énormément de fêtes au Sénégal. Chaque jour est un prétexte pour rester à la maison. Ça ne peut pas ne pas impacter sur ce que nous voulons. Donc, quand l'État du Sénégal pense que nous allons atteindre 5, 6, 7% de taux de croissance, alors que cette culture du travail n'est pas ici, c'est un facteur bloquant. Le privé travaille. L'État du Sénégal, quand on a le bon dirigeant, peuvent effectivement regarder. Mais le problème majeur que nous avons aujourd'hui au Sénégal, c'est un problème d'éducation. Et cette culture du travail qu'il faut inculquer aux Sénégalais. L'éducation, au niveau d'abord de chez nous, mais ensuite
la responsabilité de l'État qui doit nous gérer sur 3 choses essentielles qui sont dans le domaine régalien. Notre sécurité, elle s'en occupe comme il se doit. Regardez avant-hier ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'armée nationale, qui a aujourd'hui repris des bases essentielles du MFDC, du fait de la qualité aujourd'hui de l'équipement que nous avons, mais aussi des renseignements. Vous ne faites pas le link entre l'affaire Sonko et le démantèlement des bases? Ce serait extrêmement grave. Le Sénégal est indivisible. Et cette triptyque-là qui fonde aujourd'hui l'État du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Non, je ne peux pas voir moi un Sonko, un secteur ou un indépendant. Non, la preuve, c'est pour dire que les Sénégalais sont en avance sur beaucoup de choses. Sonko qui a des ambitions présidentielles et qui a effectivement, qu'on le veuille ou non, des gens qui croient en lui, qui sont de toute obédience et de toute ethnie. Donc, c'est un problème qui ne se pose pas au Sénégal. Heureusement pour nous. Il y a que, c'est du domaine du privé. Des actes ont été posés. On ne dit pas que c'est à tort ou à raison. Nous demandons à la justice de nous éclairer et d'éclairer la lanterne. Mais j'aurais souhaité aussi que ceux qui sont enclins à nous donner toujours des leçons puissent quand même corriger. Je ne reviens sur ce qui s'est passé à l'université, c'est extrêmement grave, parce que c'est un cluster qu'on nous paiera chèrement. Pourquoi je le dis? Peut-être parce que, par rapport à mon âge, je ne souhaitais pas effectivement. Regardez, mais j'ai eu tellement d'amis chers qui sont morts. Avant-hier, c'était qui encore? Par l'absurdité de cette maladie-là. Ça dérobe sous nos pieds. Il y a un problème. On ne semble pas mesurer la gravité de l'heure. On n'en mesure pas toutes les conséquences. Mais avant qu'il n'y ait autant de morts, l'État du Sénégal avait confiné, couvre-feu. Il y avait des mesures beaucoup plus hardies que maintenant, où effectivement, mais ça frise l'hécatombe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais pour moi, je l'ai dit. En dehors du fait de fermer les écoles et ce que vous proposez. Mais il faut aujourd'hui que le couvre-feu soit élargi au niveau de toutes les régions du Sénégal. Mais parce que Kaolack, c'est une zone à risque. Mais Saint-Louis, Ziguinchor, Linguère, Dara, Louga. Mais pourquoi on devrait confiner Dakar et Thiès et ne pas le faire sur les autres régions? Mais 21 heures, pour moi-même, on devait commencer à 20 heures. Mais 21 heures. Mais on doit élargir. C'est le capitaine d'industrie qui parle. Ah oui, on doit étendre, mais parce que quand même. Oui. On pensait vous entendre demander qu'on ouvre tout pour que l'économie puisse fonctionner. Mais l'expérience, ça sert à quelque chose. Regardez ce qui s'est passé en Suède. Ils le regrettent aujourd'hui. Ils avaient déconfiné partout, totalement. Ils le payent aujourd'hui, à prix fort, sur le taux de mortalité qu'ils ont, sur l'activité économique. Alors, je ne le souhaite pas pour mon pays. Des fois, il faut savoir se sacrifier pour que, à terme, que vous puissiez effectivement avoir des retours sur les investissements. Mais pour le cas d'espèce, en dehors du secteur aussi fragile que l'hôtellerie, les autres tiennent tant bien que mal. Nous attendons et nous souhaitons que les mesures qui ont été annoncées par rapport au PAP, les mesures d'accompagnement puissent effectivement avoir une opérationnalité. Ça traîne aujourd'hui sur le PAP. Je ne sais pas si le président est au courant. Bon. C'est un problème parce que, oui, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore vu effectivement la matérialité sur le PAP. Et le secteur privé qui devrait participer à hauteur de plus de 4 000 milliards sur les 15 000 vous savez, du PAP 2A. C'est un processus. Je pense qu'effectivement, avec les mesures que nous allons prendre, surtout la vaccination d'au moins 2 millions à 5 millions de Sénégalais, ça nous amènera effectivement à avoir plus de pertinence, plus de perspectives. Et effectivement, à ce moment-là, l'opportunité des investissements se fera. Dans le cadre de partenariat public-privé, c'est de ce point de vue que le président a eu effectivement à dire que la part qui est réservée à l'État, au secteur privé sera effectivement de 6 000. Oui, mais le secteur privé national a-t-il suffisamment les reins solides pour pouvoir tenir face à cette crise née du Covid-19? Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, regardez sur les recettes du Sénégal. Nous avons aujourd'hui un budget de 2500 milliards qui sera exécuté. Et ils vont atteindre les objectifs. Parce que, simplement,
l'essentiel de ceux qui font les recettes ne sont pas trop impactés par la Covid. Le téléphone, les industries extractives, les gens construisent, on fait, et vous avez vu les chantiers. Et ensuite, une partie des services. Oui. Donc, là, on ne le sent pas trop. Mais ceux qui sont aujourd'hui dans les autres, les tours opérateurs, certains BTP, ça marche un temps soit peu. Mais ceux qui sont aujourd'hui dans la réservation, la billetterie, ça impacte. C'est la raison pour laquelle il faut faire preuve d'imagination en période difficile. J'attends de Air Sénégal qu'ils réorientent aujourd'hui leur part de marché sur les cargos. Allez discuter avec les agences ou les firmes qui font les vaccins pour transporter du vaccin. Oui, il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on se réinvente. Oui. J'attends de Souleymane Ndéné Ndiaye, du directeur général d'Air Sénégal, effectivement, qu'il réfléchissent sur l'opportunité aujourd'hui puisque il n'y a pas de taux de remplissage intéressant, mais d'aller faire du cargo. Sur les fleurs, aller signer des conventions avec Kenya Airways, qui fait sur les fleurs. Regardez la fête des amoureux là. Mais le Kenya a exporté tellement de roses en Europe. Il faut, c'est des hubs qui peuvent nous permettre effectivement d'équilibrer nos finances. Donc, sur la vaccination, mais rendez-vous compte, dans le cadre du COVAX, j'ai entendu dans une radio internationale ce matin que le G7 est disposé à donner presque 7,5 milliards de dollars. Mais ce serait intéressant effectivement que nos entreprises, nos capitaines d'industrie puissent se frayer dans des dispositifs pareils. L'autre problème, c'est que la semaine dernière, j'ai fait Bruxelles-Sénégal. Nous sommes passés par la Gambie. Les Gambiens ont pu nettoyer l'avion Bruxelles Airlines en moins de 40 minutes. J'ai demandé à une hôtesse, je pense que c'était la chef de cabine. Je lui ai dit, mais pourquoi vous descendez ici pour vous faire nettoyer vos avions ici alors que le hub c'est Dakar? Ils me disent parce que eux ils parlent d'abord anglais, mais ensuite, vous avez vu, en moins de 40 minutes, ils ont nettoyé l'avion. Si ça doit impacter sur l'économie au Sénégal, sur le hub, il y a un problème. Ethiopian n'est plus à Dakar. Je pense que de ce point de vue, il y a effectivement que ceux qui nous dirigent dans ces secteurs-là, le ministre du Transport et du Tourisme, etc., devraient réfléchir sur vraiment les voies et moyens de nous permettre que Dakar devienne davantage un hub. Parce que dès l'instant que c'est difficile, les gens sans état d'âme iront là où c'est cher et pour avoir aussi la qualité qu'il faut. La sénégalaise était attractive. Oui. Mais ça, j'ai été témoin oculaire. Moins de 40 minutes, ils ont nettoyé l'avion. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils ont porté là-bas pour se nettoyer maintenant leur avion ici? Ça veut dire qu'ils ne nettoient plus les avions ici. Parce qu'en moins de 20 minutes, Banjul-Dakar, c'est moins de 20 minutes. Et l'avion doit repartir sur Bruxelles. Ils n'ont pas le temps de le nettoyer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le nettoiement de ces avions se fait en Gambie et pas au Sénégal. C'est des problèmes. C'est des urgences. Et on nous distrait aujourd'hui. Ouais. Au moment où Persévérance a atterri sur Mars, au Sénégal, on en est à régler des questions des problèmes de mœurs. Oui. Il y a un problème. Moi, je ne peux pas être dans cette dynamique-là. Pas du tout. Vivement que cette affaire-là soit derrière nous. Que M. Sonko aille répondre. Que contrairement à ce que les gens pensent, la femme apporte ses preuves, que Sonko se disculpe, que la justice puisse trancher sans état d'âme et froidement pour qu'on sache la vérité. Alors, le secteur privé, le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il n'est pas tellement outillé pour pouvoir tenir ou bien décrocher certains marchés. Mais est-ce que vous pensez que notre secteur privé est suffisamment challengé pour pouvoir relever ces nombreux défis qui se dressent sur son chemin? Mais vous savez, c'est une volonté politique. Et je pense que si au départ, pour différentes raisons, il y avait des balbutiements, aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord que le président en a fait vraiment sa bréviaire. Surtout par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est cette Covid-là. La résilience devient aujourd'hui une exigence.
de dignité nationale, mais aussi parce qu'on n'a plus d'alternative que ça. Sur le plan aujourd'hui risicole, le riz que nous importons, il suffit aujourd'hui que nos principaux fournisseurs refusent de nous donner du riz pour qu'il y ait des problèmes. Dans ces secteurs-là, où il y a aujourd'hui 60 milliards de francs CFA à capter, plus que ça, 600 milliards, mais il nous faut de la résilience. Dans le secteur du BTP, tout le monde a vu sur les autoponts. Pour l'essentiel, c'est fait par des sociétés sénégalaises. Plus jamais, effectivement, que dans ces secteurs-là, qu'on fasse appel à des étrangers pour le faire. Il faut faire confiance à l'expertise nationale. Mais ensuite, il s'appartiendra maintenant à l'expertise nationale si les infrastructures deviennent plus compliquées, d'aller chercher des partenaires extérieurs. Les nationaux n'ont pas suffisamment la technologie nécessaire. Et là, regardez sur les autoponts. Regardez ce que ça a réglé. De chez moi ici, si j'ai eu du retard, c'est par rapport au rond-point qui est en train d'être aménagé. Mais sinon, en moins de 5 minutes, j'étais ici. Donc, en matière d'infrastructure, de mobilité, on le sent. Et Dakar bouge. Au niveau des régions aussi, ça va bouger. Regardez l'hôpital récent, là, comment ça s'appelle encore, de chez Willan. Kaffrine, mais un joyau. Mais ça veut dire que des choses sont faites en toute bonne foi. Maintenant, il faut qu'on se respecte. Les droits que je ne peux pas avoir chez toi, je ne pense pas que vous deviez normalement les avoir chez moi. Je suis gêné quelque part que dans des secteurs stratégiques, j'ai parlé tantôt d'agriculture, les mesures d'accompagnement, les outils qui doivent accompagner cette résilience-là, pour nous permettre d'avoir des autosuffisances alimentaires, que ce soit capté par des étrangers. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous devons revenir sur la réappropriation de nos actifs publics, surtout dans le domaine phytosanitaire et des engrais. Qu'on ait privatisé les ICS me pose problème. Si nous devons revenir sur cette privatisation, ce serait une très bonne chose pour moi. J'invite le président de la République et son gouvernement à revenir sur cette privatisation-là parce qu'elle est antinomique. J'avais salué la reprise. Les ICS étaient presque à terre. Oh, oui, cette privatisation a été salutaire. Mais pas du tout. Au contraire, vous avez vu combien ils nous doivent d'argent? Vous avez vu ce que c'est? Ils importent de la main-d'œuvre. Pendant ce temps que nous avons aujourd'hui des difficultés à faire embaucher nos jeunes ici. Allez à Darou, vous avez vu des employés indiens. Je ne suis pas un nationaliste obtus. Mauvais aloi. Mais, j'ai pas de problème, moi, avec la France. Quand j'entends Marius Sagna dire la France dégage, je dis non, c'est pas eux qui doivent dégager. Ceux qui doivent dégager, c'est ceux qui ne peuvent pas te permettre d'avoir les mêmes droits que chez toi, que tu l'es chez eux. Mais la France, aujourd'hui, j'ai la possibilité, moi, de créer une entreprise en France, d'acheter une maison en France, d'avoir des enfants en France. Il y a des pays où vous ne pouvez pas l'avoir. Ces pays-là sont à l'aise chez nous, ça me pose un problème. C'est la raison pour laquelle je dis que des fois c'est un problème de dignité. Nous avons les compétences qu'il nous faut. Pour autant, effectivement, qu'on fasse confiance aux nationaux, mais que les mécanismes aussi soient là. Le président de la République, il ne peut pas tout faire. Il a une volonté politique clairement exprimée. Il a demandé aux ministres concernés d'y aller. Je demande à M. Hott, sur le pape, en matière d'exécution, que nous commencions carrément à décliner ce qu'il faut pour permettre aux entreprises-là, mais de se réadapter, de se positionner sur les marchés futurs. Ce que vous dites là, est-il aussi valable pour les banques? 25 banques au Sénégal, pratiquement plus de 20, bien une vingtaine que des banques étrangères. Marocaines. Oui. Dites-le carrément, sur 10 banques, effectivement 7 sont marocaines. Bon, c'est un constat, mais qui ne concerne pas forcément le Sénégal. Le Sénégal est dans un espace économique et monétaire qui s'appelle UEMOA. Ce pays, par l'intermédiaire de ses opérateurs économiques, est parti sur le marché à racheter la quasi-totalité de notre système bancaire au niveau de l'espace économique UEMOA. Heureusement que ce que j'ai toujours eu en bandoulière, c'est-à-dire d'avoir des banques qui puissent avoir au minimum 25% de parts de marché, a été bien perçu par le président de la République. Ils sont aujourd'hui dans une dynamique de holding. Restructurer le système bancaire sénégalais local. Oui.
nos banques de développement pour en faire un bon levier. Mais par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue sur la Covid, il y a eu essentiellement 2 banques qui ont fait face à cette Covid-là. La Caisse nationale de crédit agricole, mais la BN2, heureusement qu'on avait ces 2 entités-là. Si on ne les avait pas eues... Les autres sont allés financer la résilience dans le pays. Elles ne financent même pas la campagne agricole. Ce sont ces banques-là qui financent la campagne agricole. C'est l'ADER. Alors, le président de la République a tiré... Oui. Mais ces banques également, peut-être, sont étrangères que par le capital ou bien même souvent le management, mais souvent, elles financent également l'économie du Sénégal à travers les bons du Trésor. Oui. La semaine passée, il y a eu 75 milliards qui ont été levés. C'est une chose, heureusement que vous l'avez dit. Mais effectivement, elles spéculent plus qu'elles ne financent le développement de l'activité des entreprises. Spéculer, acheter des bons du Trésor, il n'y a pas de risque, parce que vous savez que le Sénégal est une bonne signature. Ce qu'on attend de ces banques-là, c'est de financer le développement. Le développement, c'est une croissance durable et auto-entretenue qui donne un développement. Des taux de croissance sur 5 ans, 10 ans, de 7 chiffres, de 7%, 8, 9, on sent une progression. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire aussi en excluant quelques minorités, les très petites et moyennes entreprises qui souffrent aujourd'hui d'un système bancaire financier qui pose problème. C'est les institutions mutualistes qui sont à des taux usuriers. Le président avait donné des instructions. J'attends. Mais comment lutter contre ces taux usuraires-là? Mais c'est une volonté politique. Il faut que l'État du Sénégal tranche cette affaire-là par les mécanismes qui sont ici. Le ministère des Finances est en train de réfléchir sur le dossier. Il y a le ministère de la microfinance. Mais c'est inadmissible dans le cadre de cette résidence. Les commerçants, les jeunes commerçants qui en veulent, mais ils veulent se battre pour avoir les ressources de rester chez eux. Ils ne croient pas à l'immigration. Il faut qu'on leur dote de moyens, il faut qu'on leur donne des taux allégés. Ces taux allégés-là, ils peuvent l'avoir que quand des institutions que je ne peux pas citer, qui ont des taux usuriers de 11%, 12%, soient dénigrés et captés par cette nouvelle structure qui va se créer, ce nouveau holding, qui en principe va nous permettre d'avoir un levier. Oui, des financements robustes. Robustes, oui. Parce qu'il y a eu les dispositions de BAL 2 et BAL 3 qui demandent à ce que les banques puissent avoir, crédibles, puissent avoir au moins 25% de part de marché. Mais si nous avons aujourd'hui la BND, le crédit agricole, pour financer l'agriculture, la BND pour financer le développement, avoir maintenant ces institutions de microfinance, mais ensuite la BHS, qui est un outil essentiel aujourd'hui et qui doit booster aujourd'hui l'activité économique, le BTP. Mais si nous avons la possibilité de les avoir dans le cadre d'un holding, mais nous allons être comme Singapour, nous allons être comme la Malaisie, qui a enfanté aujourd'hui des structures comme la HSBC. L'ambition aujourd'hui pour le Sénégal et par rapport à ce dispositif qui est en train de voir le jour, c'est de permettre quand même à ce que le développement soit financé. Le président a très bien vu sur le PAP 2A. Ce holding-là va accompagner le PAP 2A. Ce holding-là va accompagner l'ensemble des activités économiques au Sénégal. Et donc, à ce moment-là, avec un minimum de diligence sur la qualification de nos sortants d'écoles spécialisées, il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle. Il faut aujourd'hui que le CNQP, comme l'école Sénégal-Japon, ne puisse plus autoriser, donner des diplômes aux jeunes tant qu'ils n'ont pas fait les stages en entreprise d'au minimum 1 an. Ça, rapprocher l'université de l'entreprise. Que le conseil d'administration de l'université, qu'on y trouve des capitaines d'industrie pour réorienter. On a besoin aujourd'hui d'automaticiens, pas simplement dans ces 2 écoles. Il y a des filières qui sont essentielles aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir de bons carreleurs, nous avons besoin d'avoir de bons tuyauteurs, nous avons besoin d'avoir aujourd'hui des plombiers. Parce que sur l'activité pétrolière, il y aura des soudures industrielles qui, si nous ne formons pas les gosses aujourd'hui, on va avoir des problèmes, on risque d'aller les importer d'Angola, etc., ou du Gabon, et c'est pas bon. Alors, le PAP 2A, pour en finir avec ce volet-là et aborder quelques questions d'actualité encore, l'objectif clairement affiché, c'est d'en arriver à un taux de croissance de 2 chiffres.
13,7% à l'horizon 2023. À ce rythme-là, oui, là, vous faites la moue un peu. C'est quoi? Cela veut-il dire que ce n'est plus jouable? Oui, pour 2023, ça va être difficile. Je le pense en toute bonne foi. Ce sera difficile d'ici 2023. 2023, c'est dans 2 ans. Je ne pense pas. C'est demain, hein? Oui, c'est demain. Donc, je ne pense pas qu'on puisse atteindre effectivement ces taux à 2 chiffres si certains préalables ne sont pas réglés. Mais il y a aussi que la sécurité est importante dans tout cela. Avant-hier, on a vu ce qui s'est passé avec le G5. Ce qui s'est passé à Kidira. À Kidira. Oui, qui est passé inaperçu. J'ai dit, notre sécurité dépend de la sécurité de nos voisins. Là-dessus aussi, il faut saluer quand même la posture du président de la République, qui est en train de mailler et de prendre les mesures qui s'imposent. Ce qui s'est passé à Kidira n'eût été la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, conjuguée avec des drones, ça allait poser des problèmes. Gérer un État, ce n'est pas simplement gérer des problèmes ponctuels et quotidiens. La prospective est importante, mais quand il faut mettre 15 fers au feu, mais ce n'est pas toujours évident. On a besoin de consensus large sur ces problèmes de sécurité nationale, sur ces problèmes de développement, sur ces problèmes sanitaires. Et de ce point de vue, je souhaite et je supplie l'opposition à savoir taire ses rancœurs et ses frustrations pour le seul intérêt du Sénégal. Il s'agit aujourd'hui de lutter contre cette pandémie. Il faut expliquer. Quand je ne suis pas dans le droit chemin qu'on puisse m'interpeller là-dessus, ces alarmistes-là qui donnent tout le temps des leçons, mais qui sont là depuis Senghor et qui risquent sur cette lancée de continuer à donner des leçons à nos petits-enfants, mais qui aillent faire autre chose. Adama Gueye, tout le monde a vu qu'il était dans les organisations de droits de l'homme. Quand c'est fini, il est allé faire autre chose. Il y a le jeune avocat là, qui était président d'Amnesty, je ne sais pas. Mais quand il a fini, il est allé faire autre chose. Mais là-dessus, nous avons des gens qui ne cessent de donner des leçons, mais quand on doit les attendre, on ne les attend pas. Alioune Tine, on ne l'a pas entendu dénoncer ce qui s'est passé avant-hier à l'université. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous les avez entendus mais marcher, sortir dans la rue, expliquer aux Sénégalais qu'il faut aller se vacciner, qu'il faut respecter les mesures barrières. Est-ce que c'est de leur ressort? Mais quelle est leur fonction principale? Non, Pierre, quelle est leur fonction principale, sinon au service des populations, et de leur bien-être, et de leur mieux-être? Pierre, moi je ne fais pas dans la langue de bois, mais cette pensée unique, qui veut aujourd'hui qu'on terrorise tout le monde, je ne suis pas d'accord. Quand aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec M. Sonko, on vous insulte, on vous traîne dans la boue, ce n'est pas normal. Ce pays-là nous appartient. C'est un pays démocratique. La pensée unique ne peut pas prospérer dans ce pays. Une démocratie qui perd de sa superbe. Ça veut dire il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là, Pierre? Sommes-nous dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont respectées? Je vous le demande. Vous n'êtes pas, vous, libre de vos mouvements et des actes que vous posez? Ce qui s'est passé avant-hier, il n'y a qu'au Sénégal, ça n'ose pas se passer au Rwanda, ça ne se passerait jamais au Maroc, encore moins en RDC. Même pas en Guinée, d'Alpha Condé. Mais nous l'acceptons. Mais beaucoup d'autres choses. Et les gens sont libres des gestes et des actes qu'ils posent, pour autant effectivement qu'ils s'inscrivent dans la dynamique effectivement constitutionnelle. Mais tant que vous êtes là-dessus, chez Oulen, il n'y a pas de divergence ethnique, confrérique et autres, on l'accepte. Oui. Les locales, quelle est la position de votre parti? L'idée d'un couplage a été agitée. Ismaël Madior Fall, il a dit que le président de la République souhaiterait que ces élections locales se tiennent cette année, c'est-à-dire 2021. Bon, pour autant que ce qui est en train d'être fait se fasse. Parce que tant qu'on n'a pas... Heureusement que les thèmes de référence ont été clairement exposés. Ils ont même choisi maintenant celui qui va faire l'audit. Mais ensuite, il faudra faire l'audit avant de penser effectivement à aller à ces élections. Comme on dit en Wolof, c'est l'audit et la structure qui va faire l'audit. Le président peut avoir effectivement cette intention,
de cette intention-là n'a de sens que par rapport à une réalité. Finalement, on a l'impression que ce report arrangerait tout le monde. Hein? Pouvoir, opposition, vous n'êtes pas prêt du tout. Quelque part. Et ensuite, il y a cette pandémie-là. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que tant que la pandémie est là, tant qu'on ne l'aura pas circonscrit au minimum de 50% pour avoir le taux comment on dit encore, le taux en matière de santé là, il y a un taux qu'ils disent là. Tant que cette gravité-là est toujours à ce niveau-là, je pense qu'il faut exclure les rassemblements. Regardez ce qui s'est passé au Niger. On a perdu un homme et pas de moins Soumaïla Cissé, parce qu'il était parti présenter ses condoléances aussi au Niger, qui était dans une période d'élection législative. C'est là où il a attrapé sa Covid. On a perdu un homme valeureux qui aurait pu servir à son pays. Donc, aujourd'hui, c'est la santé qui doit primer sur nos contingents, nos problèmes de vie d'individus. Et je pense que ça arrange tout le monde. Alors une affaire peut en cacher une autre. L'affaire du patrimoine supposé ou réel de Idrissa Seck a défrayé la chronique avant la survenance de cette affaire dite affaire Ousmane Sonko. Idrissa Seck qui, selon des informations, pèserait des milliards. Vous dites quoi? Grand bien lui fasse, comme vous avez l'habitude de le dire, ou bien vous dites que c'est trop d'être milliardaire dans un pays pauvre comme le Sénégal? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que moi je crois à l'économie de marché. Pour autant, effectivement, que ceux qui vous permettent de créer de la richesse soient aussi dans les conditions minimales et optimales. Parce que pour moi, la richesse, elle est créée au niveau de l'entreprise. Surtout que dans nos États, il n'y a pas de grandes familles fortunées pour vous permettre d'avoir ces héritages-là. Si M. Seck a pu se réaliser aussi dans le cadre des affaires et qui lui a permis d'avoir un patrimoine. Sauf qu'on ne lui connaît pas de fonction officielle. Ça ne peut pas Oui, mais quand même, il a été auditeur dans un cabinet Pricewaterhouse et de ce cabinet-là, il était dans des affaires. Parce que M. Seck a fait, je pense, même un peu des opérations de riz. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense, moi, que c'est les opérateurs économiques, c'est l'activité économique qui doit vous permettre effectivement de vous réaliser ou de créer de la richesse. À ce moment-là, ça ne me gênerait pas qu'ils puissent avoir cette fortune. Mais nous sommes dans un pays, je l'ai dit tantôt, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Les mécanismes sont là. L'OFNAC est là. Le pôle financier va se créer très prochainement. J'ai parlé tantôt de la CREI qui est ici. Je pense que l'un mis dans l'autre, il faut que les gens sachent une chose. Il n'y a pas en matière de détournement de deniers publics de prescription. Quand l'unité de am, il y a un contexte qui sera mustaqim parce que son côté taboul. Demain, tu vas avoir des problèmes. Mais au stade actuel, par rapport à ce qu'il a déclaré, je ne sais pas ce qu'il a fait comme activité économique qui lui permet d'avoir ces ressources-là. Donc, je suis très mal placé pour en juger. Le licite ou le Mais vous êtes bien placé pour parler également du débat sur le troisième mandat. Quelle est votre position là-dessus? Mais j'ai compris, il y a aujourd'hui que nous avons un juge constitutionnel. Je l'ai dit la semaine dernière au niveau d'une radio, j'ai dit que faisons confiance à nos structures. Il y a eu deux écoles. Des gens qui disent que oui, c'est 2 mandats, 1 point, c'est tout. D'autres, et pas des moindres, un professeur Babacar Sam, qui dit non, il a la possibilité de faire un troisième mandat. Parce que le texte commission écrit, et très tôt il l'a dit, et j'ai même entendu un opposant, et pas des moindres, qui ne fait pas dans la langue de bois, dire que oui, le président avait droit à un troisième mandat. De tout cela, le principal concerné ne s'est pas encore prononcé. Ah si, non. À plusieurs reprises. Non, il a dit que c'est un débat. À plusieurs reprises. Non. Il a dit qu'il ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat. Non, mais j'ai dit, vous savez, il a le plein droit. Je me souviens, j'ai été, et comme vous le savez, très proche du président Abdoulaye Wade. Quand il s'est agi d'aller au troisième mandat, bon nombre de Sénégalais n'étaient pas d'accord. Nous, par rapport à la lecture et par rapport à ce que le Conseil constitutionnel nous avait dit, on a dit que le président de la République avait le droit d'y aller, mais il appartenait aux Sénégalais d'apprécier. Ils nous ont alternés. Mais ça, c'est trop facile. Ah, mais Nous avons le risque de plonger le pays dans le chaos.
Vous pensez? Il y a eu une quinzaine de morts en 2011. Non, mais attendez. Les enjeux étaient autrement plus subtils. Le président Wade dérange aussi des intérêts. Je ne fais pas dans la confidence, mais je vais vous dire une chose. Énormément de pays, et pas des moindres, s'étaient levés comme un bouclier. Parce qu'ils touchaient des intérêts stratégiques de ces pays-là. Ce n'était pas uniquement des jeunes Sénégalais conscients du devenir de leur pays qui étaient dans la rue. Beaucoup étaient manipulés. Ils étaient manipulés. Et on a compris, et on a vu, et vous avez vu. La fameuse théorie du complot, là. Des gens, des pays, des organisations ont financé énormément de jeunes pour mettre le chaos dans ce pays-là. Il ne se passera plus comme ça. Il faut faire confiance aux Sénégalais. Le juge constitutionnel va apprécier et lira le droit. Et c'est sur cette base-là, Macky Sall, qui aura des ambitions de faire un troisième mandat, s'il le décline, le juge constitutionnel va apprécier. Et sur cette base-là, on va apprécier. Merci beaucoup. Mamour Cissé, vous êtes opérateur économique, secrétaire général du PSD Djantibi, ancien ministre